Alors bonjour à tous, moi c'est Yanis, lead artiste au sein du projet Cross the Ages. Et moi c'est Quentin, narrative designer, et on est là pour vous parler aujourd'hui de la collection Rift. Quand on travaille sur une nouvelle collection, la première étape, c'est vraiment de bosser sur l'univers de manière générale, donc le Rift. C'est-à-dire qu'on ne commence pas tout de suite par les cartes, on commence d'abord par s'intéresser quel est le territoire, comment est-ce qu'on vit là-bas, qu'est-ce qui caractérise ce pan de l'univers de Cross the Edges. Tu as aussi les clans en fait. Ah oui, ouais, il y a les Parce clans. que le Rift est divisé en plusieurs clans qui évoluent dans cet environnement-là qui est le Rift du coup. Et en fait on a 7 clans qui ont des philosophies de vie, des façons d'agir et de gérer leur environnement qui sont totalement différents. Et en fait pour avoir appréhendé tout ça, on a eu accès à des documents faits par les auteurs qui parle en fait de ces clans-là et de ces aspects-là environnementaux du Rift dans les détails. Donc avec toutes les anomalies qu'il peut y avoir dans le Rift, gravitationnelles, etc. Mais on en parlera plus en détail, je pense. Quand on travaille sur une nouvelle collection, il y a des étapes qu'on ne peut pas skip, qu'on peut pas esquiver, c'est certain. C'est juste déjà prendre connaissance de ce qui va être dévoilé dans les livres. Donc là, le suivant, c'est le tome 2. Donc ça commence par une lecture du tome 2 sur des manuscrits confidentiels qui nous sont fournis en avance par les auteurs. Et à partir de là, on constitue un dossier, un document qui récapitule tous les éléments qui vont être importants pour que nous, après, on puisse structurer la collection de cartes. Donc avec des codes couleurs pour expliquer ce qui est spoiler, ce qui n'est pas spoiler, ce qu'on peut partager, ce qu'on ne peut pas partager. Ouais, des choses qu'il ne faut pas dire, hein. Avec des choses qu'il ne faut pas dire, même si ça nous Même en empêche. interne, quoi. Enfin, Ouais, même si ça ne nous empêche pas, après, derrière, dans les illustrations, de glisser des indices et tout ça. Mais en tout cas, on crée un document structurant comme ça. Et là, pour le Rift, bon, pour les cartes des collections, enfin pour les collections Cross the Edges, il y a toujours une structure avec 7 Arcom, 7 Textiles. Et là, pour le Rift, c'était avec 7 clans. Donc il fallait ensuite établir une sélection de 145 cartes pour la collection principale, avec les cartes terrain, les cartes personnages, les cartes créatures. et répartir tous les personnages selon leur clan. Et répartir les personnages selon leur Et clan. bien sûr, devoir faire des choix. Et faire des choix, évidemment, puisque on peut pas proposer toutes les idées qu'on a. On peut pas tout mettre. Il y a des cartes, enfin, il y a des personnages qui s'imposent d'eux-mêmes en cartes mythiques, par exemple, ou en cartes ultra rares. Et il y en a d'autres où voilà, il faut mettre des créatures, il faut avoir une variété de personnages, de sexes, de créatures. Et c'est comme ça qu'on raconte tout le quotidien et toute la vie dans le Rift. Et donc il y a une petite partie des personnages qui sont des personnages que les joueurs connaissent déjà, soit parce qu'ils les ont découverts dans le tome 1, soit parce qu'ils sont présents dans les précédentes saisons de Cross the Edges, de cartes j'entends par là. Donc c'est le cas par exemple d'Aurel, c'est le cas de De Isalie. Isalis qui est cité dans le tome 1. Et il y a des personnages inédits aussi qui vont découvrir dans le tome 2. Et on a des personnages qui sont complètement inventés de toutes pièces, mais qui s'intègrent dans l'univers qui a été pensé par les auteurs. Et qui potentiellement peuvent se retrouver aussi dans le tome 2, parce que ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. Il nous arrive d'inventer des personnages tout en consultant les auteurs si on est bien dans la trame. Et ces personnages-là, au final, les auteurs nous se rendent compte que ça match avec la trame narrative ou que ça match avec un certain moment clé de l'histoire. Et puis d'une fois, on a vu soit une créature, soit un de nos personnages se retrouver dans le livre. Et ça, c'est vachement satisfaisant, on peut dire ça. Les auteurs, ils ont déjà beaucoup de choses à raconter dans les livres. Ils ont une trame narrative globale pour l'ensemble de la saga Cross the Edges, et même s'ils arrivent à intégrer des fois des personnages de temps en temps, ils ont des arcs narratifs à développer, et ils vont pas pouvoir immiscer plein de nouveaux personnages. Donc ce qui est important, c'est que nous, on invente des nouvelles histoires à côté. Donc on a des histoires à la fois dans les romans qui sont inédits, dont on traite un petit peu dans les cartes, mais on a aussi des nouvelles histoires dans les cartes qui sont inédites, qui peut-être donneront lieu à des nouvelles histoires, mais sur encore un autre format, une BD, un manga, une série, Ouais, une je sais pas. nouvelle. Exactement. Une backstory, une nouvelle, ouais, totalement. Et surtout que les personnages du tome 2, il faut dire qu'ils
Enfin, on ne peut pas illustrer un personnage dans un événement en particulier, car ça risque de spoil directement le tome 2. C'est pour ça que des choix sont faits, comme des choix qui sont imposés, comme je parle d'Aurel, qui je peux dire, c'est une carte mythique, ou Oui, bah d'autres oui, oui. personnages, mais Tu veux dire qu'on pouvait pas spoiler les... des cartes mythiques, non, je pense qu'on peut le dire. Bah si, mais de toute façon, on va en montrer. Enfin, on va les montrer, les cartes Forgotten. Ok. Ok. Dans la collection Rift, il y a plusieurs clans qui vont être développés. Il y en a 2 qui ont été développés dans le trailer 3 qui a présenté le clan Moimas et le clan Sigil qui s'affrontent. Et là aujourd'hui le but c'est qu'on parle des Forgotten, qui est le clan majoritaire et qui est le clan dont vient d'ailleurs un des personnages principaux de Cross Ages, donc qui est Aurel. Donc les Forgotten c'est des habitants du Rift, c'est des anciens Solonites, c'est des habitants de Solon. Solon c'est le nom du territoire avant qu'il soit détruit par le Blast, donc qui est la grosse explosion qu'on voit dans le trailer 2, et qui va séparer la région de Solon en deux, qui va complètement détruire son environnement, et qui va aussi marquer une cicatrice symbolique entre Arcante et Mantris. Les Forgotten, c'est un clan qui est majoritairement regroupé dans des camps, donc partout dans le Rift. C'est pas un clan qui a un spot de vie précis. C'est vraiment des gens qui vivent dans souvent qui ont des modes de vie assez précaires, qui essayent de s'en sortir un peu comme ils peuvent, de manière plus ou moins éthique en fonction des personnages. Justement, on peut voir ça dans la carte terrain des Forgotten, là où on a illustré un campement des Forgotten, et on peut voir la précarité de ce campement-là, avec la façon dont ce campement-là est construit, avec des trucs rafistolés, des toiles attachées, des cordes qui traversent un peu tout le campement. Et ce qui est intéressant dans cette carte-là des Forgotten, c'est qu'on peut voir des anomalies environnementales qu'il y a dans le Rift, notamment dans le côté iridescent du ciel, qui est un peu le résultat de la vibradation, donc le résultat de l'explosion, le blast. Et au loin, on peut remarquer qu'il y a l'apologium, donc l'apologium qu'on a vu dans le trailer 1. Et si on zoome un peu dans la carte, c'est un peu un easter egg, mais dans l'apologium, comment il est construit, c'est que tu as une moitié où il y a les gradins des gens qui viennent de Mantris, et l'autre moitié où il y a les gradins des gens qui viennent d'Arcante. Et c'est pour cela qu'on a décidé d'illustrer cette carte-là, parce que les Forgotten se regroupent à côté de l'apologium. Ils n'ont pas le droit d'y assister, ils n'ont pas le droit d'y rentrer, mais ils se regroupent ici parce que c'est l'occasion pour eux en fait de faire du commerce, de vendre les choses qu'ils fabriquent. En tout cas, ils profitent de l'effervescence de l'événement pour pouvoir en tirer des ressources avec lesquelles ils vont pouvoir essayer d'améliorer un petit peu leur quotidien. C'est une carte qui est un peu paradoxale, puisque la première fois qu'on voit le Rift jusqu'ici dans Cross the Ages, c'était grâce au trailer Apologium, puisqu'on était placé dans le Rift. Et là, justement, on prend un point de vue extérieur à l'Apologium, et en fait, on se rend compte que l'Apologium, c'est juste un petit huis clos où seul Arcante et Mantris ont le droit d'assister. Et c'était tout l'enjeu même de l'Apologium au début de l'histoire de Cross the Ages, c'était qu'en fait, un Riftien s'était immiscé parmi les combattants, Aurel, et avait réussi à se faire une place jusqu'à la garde de la Malka. Ouais, approcher la reine Solis. Exactement. Et je trouve cette carte très dure, mine de rien. Donc là, on a fait la première carte, la carte alternative des Forgotten, qui se passait près de l'Apologium. Et sur la carte standard, je crois que la vue, elle est plutôt sur le pan est du Rift. Donc on a un petit aperçu d'un autre campement, qui est cette fois plus typé techno, avec des habitations de la récupération, encore une fois, des Mantris. Il y a un clan dans le Rift dont on parlera peut-être une prochaine fois, mais qui fait de la récupération et qui vit dans les bas-fonds de Mantris. Et donc voilà, on a des structures qui proviennent très certainement de ces bas-fonds-là. On retrouve encore la fameuse iridescence à la fois dans le sable et aussi dans le ciel, qu'il y avait aussi sur la carte alternative. Il y a cette super statue aussi. Ça, c'est les cartes de Théo, quoi, quand tu zoomes après. C'est des cartes de Théo Di Malta, et la particularité avec ces cartes, c'est que à chaque fois qu'on zoome, on peut voir des choses apparaître. Il y a plein de petites scènes. En tout cas, il aime beaucoup illustrer plein de petites scènes pour qu'il y ait une première lecture, une deuxième lecture, une troisième lecture.
des illustrations. Et là, par exemple, sur celle-ci, si on zoome au loin, on peut voir des dômes. Qui représente les dômes de Mantris. Qui sont des dômes de Mantris, en tout cas d'un morceau de Mantris. On reste dans ce sentiment d'exclusion et aussi tu comprends très vite qu'ils se protègent à la base d'Arcante, des attaques Arcantes, mais aussi, mine de rien, du Rift. Ils veulent pas que des Riftiens rentrent dans leur territoire et qu'ils ne veulent pas assumer en fait ce qu'ils ont fait. Ça me fait penser à un des objectifs de Samy, qui est la fameuse question des points de vue et d'essayer de faire en sorte que chacun puisse choisir son camp. Jusque-là, on n'avait que Arcante, on n'avait que Mantris. Et là, le but, c'est d'emprunter un troisième point de vue. On peut parler des Forgotten, des personnages qui vivent dans ces campements-là. C'est le cas en tout cas de certaines cartes qui vont pouvoir être sélectionnées. Donc il y a le personnage de Samson. Voilà, le petit arnaqueur. Qui est un petit, ouais, c'est un escroc, mais par la force des choses, on va dire ça comme ça. Qui est un personnage que les lecteurs vont pouvoir découvrir dans le tome 2. Et qui cultive des sortes de vers de terre, des lucioles, des vers aussi. Enfin, il y a plein de choses dans ses bocaux. Il a une sorte de réserve. de réserve. Et il fait croire aux gens qu'elles sont riches en protéines, qu'elles leur permettra de survivre plus facilement dans le Rift. Et c'est comme ça qu'il se fait un peu de sous, et c'est comme ça qu'il survit dans le Rift. Et c'est un personnage en fait qui est lié à un autre personnage qui s'appelle Caria, que vous allez trouver aussi dans le tome 2. Et ce personnage-là, on peut l'avoir en train de soigner un personnage emblématique du tome 1 qui est Shadow. Donc il y a plein d'éléments super intéressants, pareil sur les illustrations, la tente derrière qui renforce le côté un peu précaire. On a ces espèces de cailloux qu'elle essaye qu'elle retire. Les détails des tatouages qu'on peut apercevoir sur son front, qui sortent de sa chevelure. Quand on se demande si en tout cas il se prolonge sur son crâne aussi. Et puis c'est sur l'alternative qu'on découvre ces éléments-là, avec la représentation du miroir brisé. Donc le but de ces illustrations, c'est de simplement imager des scènes que les lecteurs allaient pouvoir décrire dans le tome 2, et aussi de la riftiser, si je peux dire. Ce qu'elle essaye d'extraire du corps du blessé, c'est de l'ambre. Et l'ambre, c'est une ressource assez importante dans le Rift, par sa dangerosité déjà dans la manière de l'extraire et de l'obtenir. Et il y a un super personnage pour parler de ça, qui est celui de Priscilla, qui est aussi une Forgotten, qui est une chasseuse d'ambre. Une chasseuse d'ambre un peu téméraire parce qu'elle ne porte pas de protection ni rien, que ce soit sur le visage ou dans sa manière d'aller chasser de l'ambre. En fait, l'ambre, c'est une espèce de minerai qui est propulsé, ou en tout cas qui est recraché par les failles d'ombre dans le Rift. Les failles d'ombre, c'est des sortes de trous noirs ou d'anomalies en tout cas qui sont créées, qui sont une espèce de... Je sais pas comment dire, mais un peu comme le blast, qui sont une cicatrice en fait ouverte. Ouais, c'est les résidus du blast en fait, les failles d'ombre qui se retrouvent un peu partout dans le Rift. Et qui perturbent l'environnement, donc qui ont un peu le même type d'effet qu'un trou noir, donc qui absorbe l'environnement et qui en retour recrache cette fameuse ambre. Et c'est pour ça qu'on la voit attachée en train de se jeter dans le vide pour essayer de récupérer cette ombre. Essayer de s'approcher d'une faille d'ombre. Ce qui est extrêmement dangereux, puisque la plupart des gens dans le Rift, traditionnellement, font ça en groupe, alors qu'elle le fait seule. Pour un maximum de bénéfices. Pour un maximum de bénéfices, c'est vrai, pas besoin de partager. Quand on parlait de risques pour pouvoir survivre. L'autre illustration de Priscilla, donc la standard, là ce qui était assez cool, c'était de montrer... en fait, une autre type de ressource qui, elle, pousse naturellement, qui est celle des cheveux. Parce qu'en fait, ça sert... c'est une ressource qui peut être revendue aussi, dans le sens où ça intéresse le clan Moimas, par exemple, qui est un clan d'agricultrices, et ça peut servir d'engrais. Donc n'importe quoi dans le Rift, en fait, a de la valeur. Il n'y a rien qui est gratuit. Et il y a une phrase du tome 2 d'ailleurs qui est pas mal sur ça, c'est « rien n'est gratuit et surtout pas ta vie ». Voilà, ça c'est pour Priscilla. On s'est rendu compte lors du développement en fait, de cette saison Rift qu'on avait tendance à illustrer des environnements plutôt arides dans des endroits désertiques ou rocheux. Et c'est là où on a voulu montrer quelque chose de différent
à travers un personnage qui s'appelle June. C'est une sorte de pêcheur du Rift. Et dans des endroits côtiers du Rift. Et il y avait une autre notion qui était aussi super importante à June, c'était que le Rift, c'est pas que un environnement post-apocalyptique, c'est un environnement qui est à la fois susceptible de susciter des moments d'émerveillement et aussi des moments de mort brutale ou quelque chose comme ça. Et là, avec June, justement, c'était pour la première partie qu'on avait voulu illustrer. Et aussi l'aspect serein du personnage. Et l'aspect serein du personnage qui a pas l'air de plus s'inquiéter forcément de son environnement, qui a l'air même de s'y être habitué en fait, qui est patient, en tout cas qui fait preuve de patience avec son harpon, qui a l'air de vouloir partir pêcher. Et c'est ce qui se passe sur la carte alternative où il est en plongée. On a ce fameux poisson qu'il pêche aussi, qui a une allure un peu bizarre, ou en tout cas vibradier. Et voilà, du coup, c'est un personnage qui développe vraiment un autre pendant de ce qu'est aussi le Rift. Et là, on va passer à une créature plus intéressante qui est le Taki. Donc, anciennement appelé le Takosaure. Il faut dire que le Taki est une créature très pratique, car elle est très peu exigeante Je fais un exposé sur le Taki. Je te jure, je suis en train de faire un exposé là sur le Takosaure. Du coup, le Taki est une créature très pratique et très utilisée par un clan bien précis qui s'appelle le clan des Sigils. Donc c'est une sorte de clan de nomades et de voyageurs dans le Rift. Mais il y a aussi certains Forgotten qui possèdent ce genre de créature. Il faut dire que cette créature-là est très peu exigeante en ressources, car elle se nourrit exclusivement de pierres et d'eau, tout simplement. On a fait le Taki, là. On va passer aux choses sérieuses avec le Lacrimore, qui est une vision horrifique du Rift que moi j'aime beaucoup. Donc là, pour le coup, avec le Lacrimore, on est vraiment dans le côté assumé, presque horreur, hein, vraiment horreur pure, ouais, de ce que le Rift peut proposer. Mais donc c'est une bébête qu'on a travaillé en interne au niveau des concepts pour essayer de proposer quelque chose d'original en termes de design. Et en termes d'horreur, bah, le Lacrimore, du coup, c'est des anciens volatiles, en fait, tout simplement de Solon, qui ont subi des vibradations et dont le plumage, la morphologie a été transformée au fil des années. C'est en quelque sorte des vautours du Rift, hein, c'est pour ça qu'ils sont dans le clan Forgotten, en fait. Dans le sens où les Forgotten sont des survivants qui essayent de grappiller un peu tout ce qu'ils peuvent à Arcante et Mantris. Ben, les vautours, c'est exactement pareil. Ils essayent de grappiller, c'est des nécrophages, donc ils essayent de grappiller à droite à gauche sur des restes pour pouvoir subsister. Bah, y a plein de trucs sur l'illustration. C'est une illustration qui a été faite par Tom Zarka, donc qui aime beaucoup faire du détail aussi en termes de texture et tout. Donc voilà, on a un beau rendu sur les pattes, sur le plumage, sur la tête, sur le bec aussi. Et bah là, il y en a un qui est mis en scène, qui a sûrement ramené un cadavre sur son nid. Et qui a d'ailleurs un reste de bijouterie dans la bouche. Donc libre au spectateur de deviner à qui pouvait appartenir un bijou comme ça. Et sur la carte standard, on a une proposition assez forte en tout cas, en termes de mise en scène, qui représente en fait un groupe de lacrymores qui est vraiment recroquevillé en fait dans une cavité, en fait dans un nid. Et du coup en fait les coups qui sont très longs, sont enchevêtrés les uns sur les autres, ce qui donne ce côté très... on a l'impression de voir un amas de chair de corps et on ne sait pas trop ce qu'on voit. Mais voilà, on a un gros focus qui est fait sur le bec. Donc une créature qui a perdu la faculté de voir, qui se repère essentiellement au son. Il y a tout un processus dans le brief qui a même été décrit sur son mode de vie. Le fait qu'elle se nourrit principalement donc, sur des corps, sur des os qu'elle peut briser. En fait, le Lacrimore les prend avec elle et les jette dans des courants de gravité pour que les os se fracassent et se brisent. Puis après, c'est là-dessus qu'il se nourrit. Pour détailler le brief, dans la manière dont ça a été créé, la créature a été créée étape par étape. En fait, j'ai vraiment juste décrit des comportements qui s'inspiraient beaucoup d'une créature, d'un volatile vivant. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un oiseau, donc c'est un nécrophage, c'est une sorte de vautour. Et ce qui m'avait beaucoup plu chez cet animal-là, c'est qu'il avait pas en gros, il n'avait pas l'organe pour pouvoir vocaliser comme les autres animaux. Et du coup, ça fait que ses cris, c'est pas des cris d'oiseaux normaux, c'est des trucs gutturaux qui sont très glauques, on dirait presque des cris d'humains. Et je me suis dit, mais ça c'est trop bien dans le Rift, si jamais tu voyages
et que tu essayes de dormir la nuit et que tu as des bestioles comme ça qui hurlent, mais ça doit être l'enfer. Et je me suis dit que ça devait bien fonctionner pour, pour en faire une bête. Donc voilà, une des visions horrifiques du Rift passe par le lacrymore. Mais en fait, c'est l'occasion parfaite de parler de la fugue, qui est un lieu emblématique de Forgotten, et du coup de Desner, qui se trouve à Desner. Et c'est l'endroit où les habitants vont regarder des combats, des combats sans règles, entre les humains et différentes créatures. C'est un peu une version très riftienne de l'Apologium, dans le sens où l'Apologium, voilà, c'est un événement qui se tient entre Arcante et Mantris. Bah, les Riftiens, au sein même du Rift, euh, ils ont la fugue, qui est pour le coup une version, là où l'Apologium il y a des règles, dans la fugue il n'y a pas de règles, et on affronte autre chose que des combattants du camp opposé. Et un personnage qui porte bien cet aspect-là de survie dans la fugue, c'est Seth. Un personnage que tu as imaginé, Quentin, pour le coup. En fait, pour la faire très simple, on a le personnage de Aurel, euh, qui est illustré dans une étape de sa vie qui est différente en tout cas plus adulte, quand il fait partie d'un autre clan. Mais dans sa jeunesse, c'est un personnage qui a participé à des combats de la fugue, sans trop en dire. Et du coup, on voulait illustrer son passé au travers d'un autre personnage. Montrer qu'il y a d'autres personnes qui ont partagé son expérience, qui ont eu le même chemin de vie en quelque sorte. Et du coup, c'est de là qu'est né le personnage de Seth, mais qui sur sa carte alternative, du coup, est au milieu de la fugue et affronte d'autres combattants pour essayer de obtenir de quoi survivre, parce que forcément, ils ont quand même quelque chose à obtenir. C'est pas toujours le cas, mais généralement, ils sont récompensés pour leur combat. Et c'est ce qui lui permet de subvenir à ses On besoins. peut dire qu'ils ont accès à plein d'avantages, genre le fait de pouvoir se laver, le fait de pouvoir ne plus se soucier de la nourriture, de se nourrir tout simplement. Et, euh, et on peut voir sur sa carte standard en train de partager ses gains avec un enfant, un Forgotten, un enfant à qui elle offre un fruit pour se nourrir. Du coup, ce que je trouve intéressant avec ce personnage-là, qui est Seth, c'est qu'on la voit quand même être empathique vis-à-vis des autres habitants, des autres Forgotten, et qu'elle quand même se sacrifie à travers les combats pour pouvoir nourrir les autres. À l'image en tout cas de ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie éthique et morale du Rift, dans le sens où c'est quand même un personnage qui n'hésite pas à tuer d'autres êtres humains pour pouvoir s'en sortir, mais qui derrière partage aussi ce qu'elle obtient. Donc voilà, on a une contradiction sur pas mal de personnages entre ce qui est moral, ce qui est immoral dans le Rift. Bah, là, on peut Ça bondir fait une bonne transition pour Homoglobine. pour Ouais. parler du personnage d'Homoglobine, qui est quand même un peu la gérante de la fugue et de tout ce réseau-là. Elle se charge de recruter des sortes d'esclaves ou des sortes de personnes qui n'ont rien à perdre et qui veulent survivre à travers ces genres de lieux de combat. Et elle, c'est la personne qui gère ça d'une main forte, d'une main sadique, on peut dire. Bah, là où Seth était plutôt, en tout cas sur le personnage de Seth, on avait montré un côté plutôt empathique. Là, sur Homoglobine, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est vraiment un personnage sans pitié, qui piétine vraiment les autres pour pouvoir se hisser, en tout cas garder sa position. Et d'ailleurs, ça se ressent dans son design qui avait été élaboré avant même que les illustrations soient produites. Parce qu'on avait voulu faire un personnage qui était euh, en partie défiguré Défiguré, marqué par les irradiations. par la vibradation, mine de rien, on peut considérer ça comme un retour du karma, un retour de... On peut voir ça comme une image, en tout cas, une manière de montrer qu'elle se transforme en monstre, en fait. En tout cas, le Rift la transforme en monstre. Parce qu'il y a un truc que je trouve assez chouette aussi sur Alternative, où justement elle assiste au combat depuis les loges de la fugue. C'est la mise en scène avec les personnages, en tout cas le contraste qu'il y a entre la manière dont elle réagit, elle, au combat, et les personnages autour d'elle. Avec d'ailleurs les petites traces de sang sur le balcon qui laissent présager que ce qui s'est passé, c'est pas très glorieux. Et on a des personnages qui se masquent le visage, d'autres qui se bouchent les oreilles, alors que elle est froide et impassible et elle regarde ça de manière très stoïque. En tout cas, on sent une forme d'habitude
comment dire, dans sa manière d'aborder ces scènes-là. Et je pense que c'est là-dedans qu'on sent que vraiment c'est un perso sans pitié, quoi. Et je pense que c'est l'occasion parfaite de parler d'un personnage qu'on aime beaucoup en interne, qui s'appelle Hal, et qui est en lien Grand direct. personnage. Comment? Grand personnage. Grand personnage. Illustré par Arachnote. En fait, c'est un personnage qui est en lien directement avec Homoglobin, car c'est quelqu'un qui lui ramène un peu des nouveaux combattants. C'est un fournisseur. C'est un fournisseur. Mais ça serait peu de le résumer comme ça, ce personnage-là, clairement. Et du coup, en gros, Hal, pour moi, c'est vraiment le personnage qui représente le Rift. C'est une figure en tout cas qui catalyse un peu tout ce que le Rift a de pire, en termes de relations humaines, dans le sens où voilà, c'est un personnage qui est très égocentrique, en tout cas qui dégage un égocentrisme assez exacerbé, et puis qui surtout fait preuve d'absolument aucune compassion envers tout ce qui l'entoure. Pour lui, il n'y a que lui, et c'est peut-être aussi ce qui fait de lui un personnage extrêmement fort dans le Rift, au sens pur du terme, à la fois mentalement, même physiquement. C'est un personnage qui s'affranchit un peu de n'importe quelle forme de loi, et du coup c'est ce qui fait que jusque-là, en tout cas, il arrive à tenir et qu'il est illustré sur les cartes aujourd'hui. Et voilà, c'est un personnage qui a un rôle très important aussi dans la vie d'Aurel, sans trop en dire, parce qu'il y a des petits éléments qui sont quand même disséminés dans le tome 2. C'est ça, on peut voir brièvement sur la carte combo de Hal et Aurel. En fait, on peut voir brièvement qu'une version plus jeune d'Aurel qui s'apprête à rentrer dans la fugue. Et on peut voir le côté manipulateur, mais aussi exploitation d'Aurel, entre guillemets, car il pense que ce gamin-là va le rendre riche, parce qu'Aurel est fort de ressources, fort de surprises. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi sur la carte alternative, c'est que c'est une carte où on a eu... Une de nos préférées, je pense. Une de nos préférées, je pense à tous les deux même. Et c'est une carte sur laquelle on a eu beaucoup d'échanges et de retours avec Arachnote pour trouver, mais vraiment la compo dès le départ lors de ses sketchs, lorsqu'il nous a montré ses 2 propositions. La compo était parfaite, tout était vraiment nickel, on comprenait, enfin, il a vraiment compris le mood qu'on voulait. Au départ, la première proposition d'Arachnote était assez sanglante, assez dure à regarder. Et c'est là où moi on avait proposé de masquer déjà les visages, et surtout qu'avec, tu vois, dans le TCG, il y a la bordure de frame, il y a la power, ce qui fait que le focus se fait directement sur Hal, qu'on ne voit pas directement les cadavres en bas. Mais les allers-retours se faisaient sur l'expression du visage de Hal. C'est qu'on cherchait vraiment l'expression parfaite qui nous fasse ressentir plein de choses. Et là... C'est marrant de dire plein de choses parce que du coup, justement, le but, c'était de créer du flou. Oui. Donc, justement, en créant le flou, c'est comme ça qu'on a fait en sorte qu'il y ait plein de lectures possibles du visage. Parce qu'au départ, je crois que ce qu'on avait reçu au début, c'était une expression assez dominante. Ouais, dominante, assez ferme. Assez ferme, et la lecture était plutôt directe à ce niveau-là. C'est qu'on sent qu'il était content de ses exploits. Et on a changé plusieurs fois cela pour avoir un truc plutôt neutre. J'ai une bonne anecdote. Oui. C'est qu'on avait reçu si je me souviens bien, on avait reçu les premières illustrations qui étaient quasi définitives. Et ça, pareil, je trouve que c'est vachement à l'image de CTA, dans le sens où on aime beaucoup partager les illustrations qui arrivent avec l'équipe. Pas forcément uniquement dans l'équipe créative, mais même dans le pôle cinématique ou avec d'autres personnes, pour avoir leur première impression. Et ce qui était intéressant, c'est que on a des personnes qui nous ont dit ah, mais j'aimais pas mal l'autre version parce que c'était moins... En tout cas, son expression était moins facile à lire. Et du coup, alors que nous, on était partis sur au début cette expression un peu dure. Et ça a un peu remis en question justement notre jugement sur l'illustration. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était super cool, c'est que sur cette carte, il est présenté sur un tas de corps, quoi. Et en fait, ce qui était bien dans cette illustration, sur la version que nous, on n'avait pas choisie, c'est qu'en fait, on ne savait pas s'il avait été attaqué ou si c'était lui qui s'était défendu. Et là, il y avait tout
Enfin, pour nous, c'était en fait après, on s'était rendu compte que c'est là que Hal s'exprimait vraiment en tant que personnage, c'est qu'il était ambigu. On ne savait pas si c'était quelqu'un de violent, on ne savait pas si c'était quelqu'un qui faisait que se laisser porter en fait par son environnement. Et c'est avec Arachnote après qu'on a réussi à retravailler un tout petit peu son visage pour que justement on ait ce flou, savoir si est-ce que c'est du dégoût, Est-ce que c'est la remise en est-ce que c'est une question? remise en question, Est-ce qu'il est fier de lui? Exactement. Ouais. On sait absolument pas, et c'est ça que je trouve puissant dans cette illustration. On peut voir sur sa carte standard qu'on a voulu illustrer le côté où il n'hésite pas à profiter de ce qu'il a. Il ne partage pas en fait sa nourriture alors que tout le monde. Il partage pas. Bah, la scène est très, enfin cette illustration elle est très bizarre parce que c'est un cynisme en même temps. T'as des persos qui sont, en fait, elle est à la fois terrifiante parce qu'on voit plein de mains tendues, on voit même, je crois qu'il y a des gosses. On voit des personnages qui sont en besoin et on a ce personnage qui est là, qui tient son fruit, qui a croqué dedans et puis qui porte absolument aucune intention à son entourage. Un regard, même pas un qui a petit même pas un regard, non. Et enfin, je veux dire, quand on regarde sa tête, moi je me demande s'il se dit pas, ah pas mal le fruit, Ouais, il est sucré quoi. c'est ça. C'est tout. Il s'en fout du reste. Et du coup, ce personnage-là, pourquoi c'est un de mes personnages préférés? Parce que il me fait penser à Skellad. Il me fait penser à Skellad de Vinland Saga où tu détestes ce personnage, mais en même temps, au fur et à mesure où tu comprends ses envies, ses ambitions, l'environnement dans lequel il évolue, tu peux pas forcément le détester, mais tu peux le comprendre et tu te dire, ok, si j'étais à sa place, est-ce que que j'aurais fait comme lui ou est-ce que voilà. C'est un personnage qui pose des questions, ouais. En tout cas. Et là, pour finir, il reste sans protéger et un peu Protégé, ouais. C'est gentiment dit, gentiment mais dit. pourquoi pas. Plutôt ça, Sa création. c'est vrai. Et je pense qu'on peut parler d'Aurel. Qui sont des illustrations qui vont pas être trop surprenantes dans le sens où elles avaient déjà été révélées normalement sur. Elles ont déjà été leaks par Samy, du coup. Sur ces illustrations, Aurel, il est représenté dans une version à venir, mais le but c'était aussi de montrer ce qui a fait de lui une légende dans le Rift et pourquoi il est connu dans le Rift, qui est son escalade, je crois, qui est rapidement mentionné dans le tome 1, mais d'un bâtiment qui s'appelle le Gravelev, qui est une sorte de tour en fait où les anomalies gravitationnelles sont extrêmement nombreuses avec des courants qui vont dans des sens complètement aléatoires, qu'il faut vraiment, qui est, en tout cas qui est considéré comme un bâtiment qu'on peut grimper que à l'instinct. Et c'est ce qu'est Aurel, c'est quelqu'un de très instinctif. Et c'est le seul riftien à être arrivé au sommet du Gravelev. Et du coup, sur ces cartes, on le voit justement en train de naviguer dans des compartiments, dans des pièces du Gravelev, d'une manière très, enfin en tout cas très à l'aise avec les anomalies gravitationnelles. Là, sur la carte alternative d'Aurel, on a décidé d'illustrer un aspect plus dangereux de la gravité. Donc là, on montre vraiment Aurel à la verticale, mais à l'envers. Et tu sens que le décor, en fait, derrière est complètement détruit par ce changement-là brusque de la gravité. Et on remarque quand même qu'il pointe le doigt vers un personnage. C'est vrai qu'après, il y a toute la composition en plus qui redirige vers ce doigt-là, mais sur la bas de l'illustration, on peut voir un petit morceau de main, en tout cas de gants, qui évoque les gants en peau de Liffy, ou en tout cas les gants royaux que peuvent avoir Solis ou Isalis. Où Donc ils là, allaient quitte à savoir si c'est Solis ou Isalis, bon bah, libre d'interprétation. Laquelle des deux est l'ancrage principal d'Aurel? d'Aurel et vers laquelle son cœur penche ou son dévouement, l'allégeance penche. Ouais. Donc si vous avez des pistes sur ce fameux point d'ancrage d'Aurel, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Pour toi, donc si on devait résumer, ce serait quoi ta carte préférée, Konza? En tout cas, si on se résumait sur les Forgotten. Franchement. Non, mais je pense que je dirais Hal, la carte standard de Hal. Pas l'alternative. Je dirais la standard. Ok. Bah moi, ça se joue entre la carte standard d'Aurel ou la carte alternative de Hal. Parce que je trouve que la gestion des lumières enfin là je parle purement artistiquement et techniquement, mais la gestion des lumières sur la carte standard de Aurel faite par Arachnote est vraiment incroyable.
Mais N'hésitez pas à nous dire la carte que vous avez préférée chez les Forgotten qui ont été présentées aujourd'hui. aussi à nous poser des questions au sujet du lore si vous en avez. Donc mais ça on sera un pourra pas y plaisir pour nous. répondre, Bah, à part si c'est du gros spoil Ouais. de tome 2 ou tome 3, mais Posez quand même les questions, on sait jamais. c'est On sait jamais. Peut-être qu'il y a un auteur qui traînera dans les commentaires et il vous donnera un petit. un petit fil rouge De quoi de quoi manger, ouais, ça c'est pas mal. Ironique dans le rift, mais, mais Pas oui. mal. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour parler D'un autre clan. d'un autre clan. Allez. Ciao. Clan préféré, si vous avez des questions sur le lore, N'hésitez pas, on regardera. on n'hésitera pas, enfin, on n'y répondra pas. En tout cas, pas nous. mais on lira tranquille. Vas-y, let's go. Je peux vous parler du Takozor, donc du Taki. Je sais pas si c'est Takozor. Attends. Ça, c'est les résidus. Non, mais c'est les résidus des anciens noms de 6 code. mois en train de l'appeler Takozor, et là il a changé de nom. Les auteurs l'ont appelé le Taki. Mais c'est pas grave. Et du coup, je reprends. On intervient, on invente de nouveaux personnages tout en consultant les auteurs. Donc voilà, je peux rajouter des choses. Elle a vraiment fait, allez, tu vas prendre la patate, c'est trop pour moi là.